Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1086 de One Piece. Un dernier chapitre avant cette pause de 1 mois et la critique est d'ailleurs en retard, hein. J'ai lu le chapitre il y a déjà 4 jours, ou 3 jours, je sais plus, dès quand, hein. Vous le savez, je regarde les spoils et je lis sur Manga Moins dès que c'est en ligne, mais j'attends toujours d'avoir Manga Plus en base de référence pour faire les critiques, tout simplement parce que les traductions sont plus précises, elles sont officielles et on a des petits détails comme on verra en parlant de Im à la fin. Mais les amis, pour commencer cette critique, déjà, on va pas se voir pendant 1 mois. Pendant 1 mois, on va pas se voir, donc vous n'êtes pas nombreux à regarder mes critiques non plus, mais vous êtes quand même quelques-uns que je vois de temps en temps. Je le vois bien au niveau des vues que je fais par vidéo. Je vais déjà vous dire merci parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pas voir zéro. Parce qu'il y aurait personne qui regarderait mes vidéos, je serais en mode putain, je suis passionné qui parle tout seul, ça fait un peu con. Mais là on est quelques-uns, voilà, c'est comme si on était un groupe de potes qui parlent entre nous, donc je trouve ça assez cool. Mais en fait, il y a plusieurs sujets que j'aimerais traiter pendant cette pause de mois, donc je peux vous dire tout de suite, mais par exemple la géopolitique dans One Piece, les morts dans One Piece, j'aimerais absolument faire des petites vidéos pour parler de ça, essayer de donner mon point de vue par rapport à ceux qui sont des détracteurs de ça par rapport à One Piece ou qui n'arrivent pas à exploiter, je dirais poliment, leur côté créatif, leur imagination pour comprendre en fait ce que Oda ne dessine pas. Mais donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait que je parle de ça, que je vous donne mon avis. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler du chapitre 1086. Et encore une fois, après le 1084, 1085, 1083, 1082, depuis qu'on a Egghead, chapitre incroyable. Donc déjà on va dire que merci Oda pour cette petite page couleur avec un arc-en-ciel, on se doute bien, c'est le mois, il me semble, on est dans le mois des fiertés pour le combat contre l'homophobie, après le délire LGBT, Q, etc., plus machin, mes couilles. Chacun son avis, ce qui est sûr c'est que l'homophobie c'est honteux, on devrait à aucun moment remettre en cause le fait qu'un homme puisse aimer un homme ou une femme aimer une femme, ou voilà quoi, l'amour ça se décide pas. Donc je trouve ça très cool, Oda, on le voit avec des personnages, je vois des gens qui étaient là en mode OMG, mais Oda qui fait une page, un color spray frérot, dans One Piece, tu as Bonne Clé, Mr. Q. Le mec a sauvé Luffy and Pilon, c'est un giga crack, c'est le mec trave, il danse, c'est un travelo. Le bras gauche de Dragon, c'est un travelo. Que des gens sont choqués et ça me fait rire en fait parce que ça me permet juste sur Twitter les homophobes de les bloquer en fait, donc ça me fait plaisir. Donc très content de voir ça, un peu surpris parce qu'il n'y a pas tous les Mugi. Il n'y a pas, si je me trompe pas, Zoro par exemple. Et je crois qu'il n'y a pas de Jinbei non plus, voilà. Mais super sympa, je trouve quand même qu'elle est hyper belle la page couleur, surtout quand on a su du coup, on a appris ce que vraiment Oda c'est, donc il a stigmate, c'est vraiment stylé. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler surtout du chapitre, donc le titre, le conseil des 5 doyens. Et oui, on va le voir dans ce chapitre, on va avoir les révélations du nom des 5 doyens, on va surtout avoir... et on commence par le fait de voir tout simplement Igaram et les hommes d'Alabasta qui cherchent Vivi. Et oui, Cobra n'est plus là, Vivi n'est plus là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi la réalité, mon avis, c'est qu'ils savent très bien ce qui s'est passé. Tu es en Terre Sainte, ils ont tous vu dès le début de la rêverie Saint Carlos, ce trou du cul, essayer de voler Shirahoshi qui est la princesse des hommes poissons. Donc vous vous doutez bien que je pense qu'au fond Igaram savent très bien qu'il y a une possibilité qu'un dragon céleste ait vu Vivi et dit je veux qu'elle soit ma femme, je veux qu'elle soit ma femme. Hop, voilà. Je pense qu'il y a un monde où vraiment il imagine. Derrière, on va bien sûr voir du coup comment Wapol, Sabo sont partis. On va voir effectivement, forcément la rêverie se termine. Donc les rois, les reines, les princesses, les princes, etc. s'en vont. Ils n'ont plus de raison de rester à Marijois. Et on va se rendre compte que finalement, en fait, ils ont évacué en se mettant dans les cales des bateaux. Ce qui me laisse penser que du coup, ils ont réussi à partir parce qu'ils se sont mis dans les cales, dans les bateaux qui étaient au port en dessous de Marijois. Mais du coup, à quel moment les douaniens n'inspectent pas les cales des bateaux? Ça, c'est un truc que je me suis dit. Vous savez, j'adore dire que One Piece a beaucoup de belles qualités, mais parfois il y a des défauts. Et là, pour le coup, pour moi, il y a un problème. À quel moment le Gorosei ne peut pas envoyer un ordre au CP et aux amiraux qui sont sur place? Bon, même si on sait que Fujitora et Rokugu sont sur la gueule parce que Fujitora est un giga crack, mais c'est un amour ce mec, quelle belle personne quand on y pense. Mais en fait, qu'est-ce qui empêche aux 5 doyens de malgré tout ce qui s'est passé,
de sans préciser dire au Gorosei, enfin au CP, vérifier les bateaux, vérifier les cales, vérifier tout ça, il faut retrouver Vivi, Wapol et Sabo en fait. Tout simplement parce qu'ils sont forcément quelque part. Alors après, il y a aussi le fait que quand on y réfléchit, Marie-Joie est sur Headline qui est en fait une immense montagne, donc en réalité ils auraient pu très bien courir tout droit sur la montagne. Donc, mais c'est un petit détail où je me suis dit tiens, étonnant, mais en fait il n'y a pas vraiment d'autre solution. On voit aussi que Wapol a des contacts avec Morgane, ça j'étais assez surpris. Parce que je pensais pas que Wapol aurait des contacts comme ça, ce qui finalement va sauver Vivi et Morgane. On va aussi constater que du coup c'est grâce à Wapol que Vivi survit. Merci Wapol sur ce coup-là. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on parle un peu de Vivi. Qu'est-ce qu'elle va faire en fait? En fait, Oda nous a mis une construction en nous faisant comprendre que Vivi est donc son ancêtre Lily a décidé de faire partie des 10. Vivi a été une membre d'équipage, est une Mugiwara à part entière. Je le rappelle, c'est important pour vous de vous souvenir que Vivi est une Mugiwara à part entière. Elle n'est juste pas sur le bateau. C'est très important que vous n'oubliez pas les amis, parce qu'elle en fait partie de l'équipage. Donc pour moi, Oda est en train de construire pour que Vivi rejoigne l'équipage. Je ne vois pas, sinon, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? En réalité, si. Elle pourrait essayer de se rendre sur l'île des hommes poissons et de retrouver Shirahoshi, avec qui elle était très amie. On va d'ailleurs voir, on le sait, on l'avait vu, que Shirahoshi avait, souvenez-vous, avant de partir avec ses frères, elle avait dit « Oh, il n'y a pas la princesse Vivi ». Elles se sont énormément rapprochées, les princesses. D'ailleurs, on est très nombreux à penser, Shirahoshi, la princesse, a un lien avec Poséidon. On a beaucoup à penser que Vivi est une armantique aussi, liée à la pluie, etc. Donc, il peut nous faire un rapprochement comme ça, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, je trouve ça intéressant de s'imaginer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais que va faire Vivi? Parce que je ne la vois pas rester avec Morgane jusqu'à la fin de l'aventure. Non, Vivi a été une combattante à un moment. Elle n'est pas très forte, mais elle a peut-être appris des choses en fait depuis 2 ans et depuis l'ellipse en fait. On n'en sait rien. En réalité, on n'en sait rien. Forcément, face au CP0, je vois pas Vivi face à 4 membres du CP0 arriver à se défendre, surtout si elle a pas pris ses comment ça s'appelle là, les trucs qui tournent là, avec des ficelles, c'est yo-yo. Mais elle a peut-être appris des trucs, ou peut-être qu'elle, je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Donc je me demande ce que va devenir Vivi, parce que Wapol, parce que pareil, Wapol, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il va devenir? Bon, lui, je le vois plus arriver à réussir avec Morgane, mais bon. Et puis pareil. Alors, je parlais de géopolitique et tu fais de vouloir faire des vidéos. Qu'est-ce qui va se passer pour Alabasta? Je vois, et on va en parler, le fait... on en parlera après, vous savez quoi? On en parlera après. On voit aussi, du coup, Bonnie, qui est donc sur le royaume, sur le navire du royaume de Tajin. Assez rigolo, le jeu de mots que fait Oda, royaume de Tajin, c'est un plat. Bonnie, qui est une goinfre, qui meurt de faim, assez rigolo. Mais surtout... Sabo, mais est-ce qu'on peut parler dans quel état est Sabo, les amis? Il est dans un état vraiment, mais il est mal en point, quoi. Et tu te rends compte, ces cases sont là pour te faire prendre conscience que sans le sacrifice de Cobra, Sabo était mort. Moi, je le lis comme ça. Quand je vois Sabo se remémorer les paroles de Cobra, se dire à lui-même « je devrais pouvoir m'en sortir », ça veut clairement nous faire comprendre, si Cobra ne se sacrifie pas, Sabo est mort. Et ça met du coup, ça met une force au Gorosei, et surtout à Im, si c'est Im qui lance ses flèches d'ombre ou ses flèches un peu dont on verrait pas l'apparence. Mon Dieu, la puissance de Im. Mon Dieu, la puissance de ses attaques. Ou peut-être que c'était des flèches, une partie de son corps avec du haki des rois, de l'armement tout court. C'est un truc de fou, hein, les dégâts qu'a fait Im à Sabo. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Derrière, on arrive à la partie croustillante. Tout simplement, les amis, personne de Marie-Joie, on voit le Gorosei parler entre eux et parler de Sabo. Tout simplement parler de son destin. Et d'ailleurs, il continue de parler du Di. Et ça fait écho à ce que je vous disais, souvenez-vous quand je vous disais, le Di n'est pas quelque chose qui appartient à des prénoms, c'est quelque chose que tu donnes à ton... ce n'est pas quelque chose qui est lié, c'est quelque chose que tu peux prendre ou que tu peux jeter. Je vous avais expliqué que de mon point de vue, avec tout ce qu'on apprenait sur le Di, j'estime que
Teach n'est plus un D. J'estime par contre que Sabo peut être un D, Vivier peut être une D, comme Lily est devenue une D, etc. Et en fait, c'est encore une confirmation par rapport à ce que je pensais, parce que qu'est-ce qu'ils disent? Personne n'a jamais été entouré autant du D au cours de sa vie. Sabo était quelqu'un, un enfant, qui était censé pouvoir vivre dans tout ce qui est chez les oligarques, tu vois, il va être vivre dans une famille de riches, pouvoir devenir son demi-frère est devenu roi et à la rêverie, donc il aurait pu faire partie du gouvernement mondial, il aurait pu être roi, il aurait pu être riche, mais non, il a choisi d'être libre, il a choisi de devenir révolutionnaire, il a choisi de se battre pour la liberté des gens. Donc c'est un petit, c'est tout ce qu'on explique sur le dit, c'est un petit qui avait tout, qui a mais par amour pour ce qu'est la liberté, pour ce qu'est la vie, pour ce qu'est le bonheur, pour tout le monde. Il est devenu, c'est un dit en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ça nous le confirme. Ça nous le confirme. Et d'ailleurs, ce qui est très cool, c'est le petit mot de Saturne qui dit: je suis d'avis qu'il faut s'occuper d'Egged parce que ça part en couille. Donc ça explique pourquoi Saturne lui-même va à Egged. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer à Egged? Parce que je vous rappelle qu'il y a 100 fois la puissance d'un Buster Call qui arrive en bateau. Donc on peut imaginer un nombre monstrueux de marines. Peut-être des vice-amiraux. Forcément des vice-amiraux d'ailleurs, parce que pour un Buster Call, il faut forcément un vice-amiral pour le lancer. Enfin, sur chaque bateau, vous savez, souvenez-vous l'arc... de Robin. Bon bref, le flashback de Robin. Donc ouais, Kizaru et tout, ça va être un délire. Je pense qu'on n'est pas prêt pour Egged quand on va revenir à Egged dans un mois ou quoi. Et derrière, Im souhaite utiliser Mother Flame, la chose élaborée par Vegapunk. Et contrairement au Gorosei qui dit oh c'est vrai, ça peut être sympa de l'utiliser, on pourrait confirmer le fait que ça fonctionne bien, tiens il y a des zones boisées où on pourrait le faire et tout. Non, il m'a dit on va l'utiliser sur Lulusia. Là, Sabo en plus il va sûrement y arriver, machin, on va l'utiliser là-bas. Donc ouais, il me rigole pas quoi. Par contre ça fait écho à ce que je vous disais quoi. Vegapunk est une merde. Vegapunk. Je suis désolé, à partir du moment, moi le personnage, ça fait tellement longtemps que je vous dis que je ne l'aime pas, j'arrive pas à m'y faire. Mais mec, t'avais la possibilité, et je suis désolé, oui, pour la science, pour je sais pas quoi, t'as eu plus de moyens. Mais t'es une merde. Parce que tu l'as créé. Et me dites pas oui, mais il savait pas, ça peut faire référence à Einstein, à Curie, avec la bombe nucléaire et tout. Je m'en bats les couilles. Ça n'a rien à voir, parce que Marie Curie, tout ça, ceux et Einstein, ceux qui ont fait la fusion nucléaire, le nucléaire et tout, ils ne savaient pas que ça pourrait créer une bombe. Sauf que là, Vegapunk, il a créé une arme de toute pièce. Et il sait à qui l'a donné. Tu vas me dire que Vegapunk est dans des liens avec Dragon, il sait pas que le gouvernement mondial c'est des salopards. Il a vu. Vegapunk a vu ce qui s'est passé avec Clover, avec l'île de Robin, j'ai plus son nom, merde. Mais vous le savez très bien, c'est une merde. Je te déteste Vegapunk et je vais le dire. Je vais dire les termes, j'espère qu'il va crever. Pour moi, il n'apporte rien de bon à cette œuvre. Il a créé la vie alors qu'il ne devrait pas pouvoir créer la vie. Il a créé des esclaves avec les séraphins. Et on en verra en plus dans le chapitre. Pour moi, c'est un horrible personnage qui a voulu tout, l'argent du beurre, tout. Il a tout voulu. Ça m'énerve vraiment. Alors oui, j'ai bien aimé le fait que des gens disent oui, mais ça pourrait être Lilith. Souvenez-vous, elle avait fait un pacte pour devenir une dragon céleste et peut-être qu'elle a du coup donné le Mother Flame au gouvernement mondial en échange de ça. Mais à quel moment, du coup, le vrai Vegapunk ne s'en rend pas compte qu'il manque le Mother Flame, vu la taille que ça fait, vu la puissance que ça a? Et pourquoi il aurait créé ça alors? Donc, je suis désolé, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Vegapunk, je ne peux plus le voir et j'espère vraiment qu'il va mourir parce que pour moi, ce mec est une ordure en fait. Et Dragon, sa réaction à la fin veut tout dire. Néanmoins, derrière, la double page incroyable, la double page les amis, avec le nom du gouvernement mondial. Mais j'ai pété mon crâne. Je peux vous le dire, ce chapitre m'a fait dire
bordel, est-ce que je fais pas des réactions live de chapitre? Parce que vous auriez vu comment j'ai réagi en lisant ce chapitre, mais c'était un délire, je n'en pouvais plus. Quand j'ai vu cette page, j'étais en mode, attends, les mecs là, les boss du game, genre, tu vois, t'as Teach et les pirates, mais c'est le gouvernement mondial, t'as Im et t'as eux, je savais pas leur prénom, j'apprends le prénom de tout le monde là. Ah d'accord, j'apprends qui ils sont, qui... Oh d'accord, Oda, merci, ok, part te reposer, pas de soucis, il y a tellement de choses à parler. Et là, on apprend quoi? Donc Saturne, on apprend quoi? Que c'est un dieu guerrier de la science et de la défense. Dieu guerrier, très important. Saint Marcus Mars, conseil des 5, dieu guerrier de l'environnement. Saint Topman Warkuri, dieu guerrier de la justice. Conseil des 5, dieu guerrier des finances. Conseil des 5, Saint Jupiter, donc on a Warkuri qui peut faire référence à Mercure. Saint Étambaron Vénusuro Vénus, donc Vénus, dieu guerrier des finances, et Saint Jupiter, dieu guerrier de l'agriculture, donc Jupiter, Vénus, Mercure, Mars, Saturne. On a bien, je ne vais pas me l'approprier, je n'ai jamais fait de théorie sur ça, j'ai toujours écouté Nina ou Goji en parler de la théorie comme quoi Oda ferait des liens avec le conseil des 5, les 5 étoiles, leur donner des noms de planètes, avec Luffy, le soleil et tout, et ça serait un système, tout ça, les trahisons possibles. Je vous invite à aller voir leurs vidéos si vous connaissez pas Goji et Nina, ils sont bien plus gros que moi et vous les connaissez peut-être, et c'est pas pour faire le mec, mais si vous connaissez pas, allez voir, ils font des théories et des très très bonnes vidéos. Mais incroyable en fait, et du coup on apprend que c'est des dieux guerriers, et ça il faut bien ne pas oublier. Pourquoi? Parce que les gens qui pensaient que les 5 doyens n'étaient pas des combattants, vous avez sous les yeux le fait est que si, ce sont des combattants. Tout comme les, et on le verra, les chevaliers divins qui sont des guerriers, qui sont des dragons célestes guerriers. Néanmoins, il y a un petit détail qu'il ne faut pas oublier, c'est cette notion de dieu d'un élément. Je ne sais pas encore ce que veut dire dieu de l'environnement, dieu de la justice, dieu des finances, dieu de l'agriculture, dieu de la science et de la défense. Est-ce que ça veut dire que par exemple dieu de l'agriculture, est-ce que ça veut dire que la white powder, souvenez-vous ce qu'on avait vu à Alabasta, vous savez c'est ce qui permettait de faire des nuages de pluie mais qui volait la pluie, a été interdit parce que Jupiter, parce que Shepherd l'a interdit vu que c'est son c'est son comment dire, il est dieu de l'agriculture, donc il a dit non, ça fausse l'agriculture, ça fausse l'environnement. Ou alors est-ce que c'est Marx qui, vu que c'est l'environnement, qui a dit non, on l'interdit parce que même si ça aide pour l'agriculture, ça fait du mal à l'environnement vu que ça vole la pluie. Tu vois, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils font vraiment en fait, tu vois? Je suis vraiment intrigué par ça. Dieu guerrier de la science à la défense, du coup ça fait vraiment un lien. Saturne, pourquoi c'est Saturne qui va voir Vegapunk? Pourquoi c'est lui qui dit c'est dommage qu'on doive l'assassiner parce que c'était quelqu'un avec beaucoup de capacité, parce que forcément il est lié à ça. Warkuri, donc Mercure, est-ce que c'est lui qui prononce les exécutions? Est-ce que c'est lui qui prononce les primes? Le dieu des finances, est-ce que c'est lui qui finance la marine avec les impositions? Donc c'est super que Oda nous ait vraiment mis ça sur le devant de la scène parce que ça apporte un intérêt, et c'est pour ça que je vous disais que j'aimerais bien possiblement vous faire pendant la pause des vidéos sur comment je lis la géopolitique, parce que dans ce chapitre je trouve qu'il y en a beaucoup dans le sens, on peut voir, et là il faut l'imaginer, mais savoir du coup comme je vous dis ce que font les doyens, on peut imaginer comment va réagir le peuple d'Alabasta, mais j'y reviendrai plus tard, il serait dit sabot. Donc vraiment très très beau chapitre, et surtout Im qui dit qu'elle veut, ou il veut Vivi. Scusi, comment ça tu veux Vivi? Alors moi, ce que j'ai très peur là, et c'est pour ça que je vous dis que je pense que Vivi doit absolument, je vous en ai parlé au début de la critique, souvenez-vous, je vous disais qu'est-ce que va faire Vivi? Est-ce qu'elle va aller sur les poissons pour tourner Shirahoshi pour se planquer? Est-ce qu'elle va retourner avec Luffy? Pour moi, elle ne peut aller qu'avec Luffy. Morgane ne peut pas la protéger indéfiniment. Pour moi, le seul truc, c'est que Luffy la récupère et Luffy va la protéger, et ça ferait du coup un écho avec Im, je sais pas, qui serait
un démon à part entière ou qui aurait un foutu démon, pas des ténèbres mais de l'obscurité, tu vois, ou un truc comme ça, imaginons, tu vois, si on rêve, si on imagine, qui veut absolument un membre de l'équipage du dieu du soleil. Tu vois ce que je veux dire? Et ça serait beau. Derrière, avec l'abolition de l'ordre des grands corsaires, on se rend compte, on revoit ce bon vieux Akainu qui est encore sur son fauteuil, hein, comme d'habitude. On découvre les 3 derniers séraphins qui nous manquaient, avec Doflamingo, Moria et Crocodile. Alors Crocodile, c'est très intéressant parce que, eh bien, il a très bien réussi à faire un crocodile asexué. Je suis désolé, quand je vois ce petit séraphin de crocodile, je n'arrive pas à savoir si c'est une fille ou pas. Ce qui me laisse encore à la bouche cette théorie qui dit, souvenez-vous, Ivankov avec Crocodile avait eu des discussions en lui disant n'oublie pas ce qui s'est passé entre nous, n'oublie pas que tu m'en dois une, et donc on est toujours, on ne sait pas, et ça me ferait extrêmement rire parce que ça serait incroyable tout autant. Ça serait pas incroyable que d'autres révélations qu'on a eues, parce que c'est juste la révélation que possiblement Crocodile a eu l'opération de changement de sexe d'Ivankov, tu vois, en vrai c'est rien de fou, mais dans tous les cas je trouve ça cool. Koda nous laisse le doute en fait, je trouve ça vraiment cool. Le officier en fait de Flamingo est incroyable, en vrai Doflamingo Radiane ce mec incroyable, hein. De toute façon c'est un fou furieux ce mec, donc là c'est incroyable. Et derrière c'est terminé, on retourne hors flashback sur la discussion de Sabo, Dragon et Ivankov. Discussion très importante parce qu'on va comprendre comment Sabo s'est débrouillé. On apprend que Sabo, dès qu'il arrive à Lulusia, en fait, paf, il a envoyé, il est parti en bateau en prenant les personnes qui avaient fait tomber le pays avec lui pour la même révolutionnaire. Parce qu'en gros, ce qu'il explique, c'est voilà, je suis arrivé, il venait tout juste de faire tomber le roi et la reine du pays. Donc, en tant que peuple, il avait fait la révolution, je les aurais proposé de rejoindre la révolution et de te rejoindre, Dragon, et de me rejoindre. Il y a un groupe qui est venu, on a pris le bateau. À ce moment-là, j'ai décidé de vous envoyer un call par comment dire, en gros, il a fait un truc tout con, c'est qu'il a mis, il a mis un VPN, tu vois. Il a mis un VPN. Voilà, je suis pas dans VPN ou toutes ces merdes. J'ai pas de pub ou je sais pas quoi les gars. Hein, mais en gros, il a mis un NordVPN, le mec. Il a mis un VPN, tu vois. Il a dit, ben voilà, j'envoie un message en faisant croire que je suis de Lulusia alors que je suis sur un bateau, tu vois. Et c'est pour ça que du coup cet appel a été grillé et que il m'a dit bah, on va utiliser la force de l'arme de Vegapunk de je sais plus comment elle s'appelle l'arme donc de Mother Flame sur Lulusia, etc. Et du coup bah, il explique que il y a des gens qui sont forcément mal mais qui sont sûrement encore plus motivés parce qu'ils ont vu leurs proches, leur peuple, leur pays se faire anéantir sous leurs yeux. Il va d'ailleurs décrire ce qui s'est passé à Dragon, qui a une réaction très particulière de froncer les sourcils, de dire un nombre immense, de se questionner comme si c'est quelque chose dont il aurait pu déjà entendre parler ou qu'il connaîtrait. Il va d'ailleurs y avoir des explications. Et là, Ivankov, sorti de nulle part, va nous parler de Im et va dire tout simplement à nous et à Sabo, écoute, il y a quelqu'un il y a 800 ans de cela qui était un des premiers rois qui a créé le monde qu'on connaît et le gouvernement mondial, qui s'appelait Imu. Il va nous dire que sa famille s'appelait Nerona, donc on a le nom de famille de Imu, Nerona Imu. Alors est-ce que ça veut dire, attention, je prends un pincette, est-ce que ça veut dire que Imu est vraiment cette personne d'il y a 800 ans? Nous ne savons pas. Exposé par Ivankov, peut-être pas. Ce qui est très intéressant par contre, c'est de se rendre compte que Ivankov a énormément de connaissances. Et par cela veut dire que les révolutionnaires ont énormément de connaissances. Parce que savoir autant de choses sur des familles royales d'il y a 800 ans, c'est fort. Derrière ça, on va parler de quoi? Ivankov, après nous avoir donné le nom possiblement d'Imu, incroyable. Oda nous parle de quoi? Du fruit du OPOP Nomi, en nous disant si c'est vraiment cette personne que tu as vue, si c'est cette personne, celle qui porte le nom d'Im, est vraiment le même il, ça veut dire que quelqu'un a utilisé le pouvoir du OPOP Nomi, en lui montrant le livre des fruits du démon. Incroyable. Et derrière d'ailleurs ça m'a fait penser, est-ce que le Gorosei, les dieux de la guerre et les dieux de la guerre, les deux guerriers de Im, ces 5 doyens, souvenez-vous dans la critique analyse du 1085, ce que je vous disais, c'est que je vous disais putain ça serait intéressant de savoir quelles familles ont vraiment fait partie de la faction de Im. Il y a 800 ans, si on part du principe qu'il y a 800 ans, c'est d'ailleurs
moi je pense que c'est elle, il était il y a 800 ans. Et je pense, est-ce que Mars, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne ont eux aussi 800 ans, tu vois. Et tu vois, merci Oda de faire un manga où on se pose encore des questions. Putain, 25 ans que je lis que ce putain de manga existe, c'est phénoménal. Après 25 ans, il arrive encore avec des persos que je connais depuis 10 ans à me faire poser des questions alors qu'il me donne des réponses. Ce mec est trop fort. Il faut le dire, ce mec est trop fort. Malgré, comme je le dis, One Piece n'est pas parfait, One Piece a des défauts, mais quand même, je tiens à le dire, je trouve ça quand même très fort après 25 ans de faire tout ça. Donc, assez intéressant. Est-ce que, du coup, Im aurait réussi à faire utiliser le pouvoir du Ope no Mi sur elle et sur ses 5 doyens qui auraient été finalement les 5 pères des grandes familles et ces 5 plus loyaux subordonnés, donc la famille G. Garcia, la famille Marcus, Topman, Ethan Bourne et Shepard. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas normal. Mais derrière, c'est pas fini, parce que après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Sabo dit, attends, tu sous-entendrais que ce serait le cas de cet homme. Donc, on nous dit possiblement que Im est un homme. Je vous remets des grosses facettes, faites très attention, parce que c'est un sous-entendu de quelqu'un qui ne l'a pas vu, qui ne l'a pas entendu, mais qui émet juste un doute par rapport à des connaissances qu'elle a eues sur une personne qui a 8 ans qui aurait le même prénom. Donc on est encore sur des sous-entendus, ce que nous faisons tous en émettant des idées, ce que je fais en émettant des idées ou en extrapolant, en me disant ah si ça se passait comme ça, en vous parlant, ce que vous faites pareil en parlant avec vos proches des chapitres, ce que Gojil, Moncorvo, tous ces gens-là font en théorisant. On fait des sous-entendus, on imagine, on extrapole, on théorise, et en fait c'est ce que fait Ivankov en fait. Même si Ivankov dit quand même son nom, ça serait quand même gros si c'était une coïncidence. Et en plus, pour que les 5 doyens courbent les chines devant lui, c'est quand même un truc de fou. Et c'est vrai. Et là, en plus, ça met encore une importance sur les 5 doyens. Parce que ça veut dire, putain, tu te rends compte, les 5 doyens, bordel de merde, ils se sont soumis à cette personne. Et ça serait juste une personne comme ça. Non, c'est trop gros. Les 5 doyens, c'est des gens de fous. Tu vois? Et en plus, elle dit, Ivankov donne encore une info, parce qu'elle dit derrière, parce qu'elle dit, parmi les dragons célestes, c'est la plus haute autorité, et c'est ceux qui se définissent eux-mêmes comme vraiment des purs descendants des dieux, sachant que c'est des dieux guerriers. Donc, est-ce qu'ils ont des liens par rapport aussi à des fruits possiblement de Dieu? On n'en sait rien. C'est un délire complet. C'est ouf. Enfin, Ivankov, dans ce chapitre, masterclass, toutes les infos qu'elle nous dit. Truc de fou de se dire que cette grosse tronche qu'on a découvert à Enies Lobby, et pas Enies Lobby, qu'est-ce que je dis? À Impeldon, et qui a miraculeusement, heureusement, sauvé Luffy avec ses pouvoirs. Et en fait, tout simplement, a tellement de connaissances, mais c'est un délire de fou. La puissance de One Piece, je l'ai dit plein de fois, c'est pas juste de la force, c'est de la maîtrise de Haki des rois, de Haki d'observation, de ton pouvoir, de ton fou du démon, de ta force, de tes techniques de combat. Mais c'est aussi le pouvoir, la puissance, c'est aussi le fait d'avoir des informations, d'avoir de la connaissance. Et Ivankov a une putain de connaissance en fait quand tu vois ça. Et quand tu vois ça, moi je me dis encore plus, mais quelle est la connaissance de Dragon en fait? Parce que derrière, il va tout de suite dire du fait que non, les gars, il va tout de suite. Alors, Ivankov va transposer parce que du coup, elle va d'un coup, après avoir dit tout ça, elle va dire ouais, mais du coup, s'il y avait vraiment un truc aussi balèze, une arme aussi balèze, c'est sûr que ça vient de Vegapunk. Du coup, Dragon va dire ouais, mais non, il aurait jamais fait ça. Sauf que, je vous le dis, c'est Oda, je pense, qui essaye de nous faire une transposition avec Curie, avec Einstein, qui avait travaillé sur le nucléaire, ce qui a donné la bombe nucléaire, et bien sûr qu'il y a quelque chose en plus de très lourd pour le peuple japonais. Sauf que je ne dirais pas que la bombe nucléaire a été une bonne chose dans l'histoire. Le seul truc, c'est que c'était le moyen à ce moment-là d'arrêter une guerre. Voilà, il faut dire les termes, tu vois. C'est-à-dire que tu prends la guerre 39-45, les Japonais, c'est des fous furieux qui droguaient leurs soldats, ils les envoyaient comme des torpilles dans leur avion. Ok, ils ont fait attaquer Pearl Harbor, ils ont attaqué les trucs. Les Américains, ils ont dit oh, frérot, nous on vient d'accoster en Europe, en France, on est en train de démolir Hanzi. C'est pas vous les Japonais fous furieux qui allez nous casser les couilles, et bam, Hiroshima, Nagasaki, tu vois. Et c'est une horreur parce que c'est ce qu'on interdit aujourd'hui quand tu fais une guerre. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Alors je fais vite fait un aparté, mais qu'est-ce que moi qui me dégoûte des Russes, c'est le fait d'entendre partout ou ce qui se passe au Sénégal. Regardez, intéressez-vous à ce qui se passe au Sénégal. Voir les forces armées utiliser le peuple comme bouclier ou attaquer le peuple. Parce que ce qui se passe en Ukraine avec l'attaque des Russes ou ce qui se passe avec
le Sénégal avec les forces armées qui utilisent le peuple pour se défendre contre le peuple et tout. Enfin, c'est horrible. Il y a des, enfin bref, si vous êtes, si ça vous touche trop, n'allez pas voir. Mais si vous arrivez à supporter ce genre d'informations, regardez ce qui se passe en Ukraine, dans les petits villages, toutes les infos qui sortent sur les enfants violés, battus, tués de sang-froid par les armées. C'est ce qui ne doit pas arriver quand tu fais la guerre. Tu te bats entre armées contre armées. Tu ne dois pas attaquer les civils. Là où Nagasaki et Hiroshima, c'est tout le contraire. C'est les États-Unis qui ont dit bon, on vous montre, regardez vos peuples, on vous rase, calmez-vous. Tu vois, ça a été très clair, très distinct, c'est une horreur. Et c'est très clairement ce qui se passe là avec Lulusia. C'est Lulusia, ils n'avaient rien à voir. Juste le Gorosei et Im, elle avait une arme à tester, elle savait qu'il y avait Sabo qui connaît des trucs là. Bam, elle a éradiqué une île, tu vois. Vous voyez ce que Oda essaye de faire. Voilà, je veux vous en parler parce que c'est un truc qui est fort aussi dans One Piece, c'est qu'Oda nous apporte plein de sujets. Et là, il nous fait clairement une transposition avec la bombe nucléaire, comme il nous en a fait plein avec le racisme, le sexisme, les enfants, etc., les maladies, tout ça, les poisons, tout ça. Vous l'avez vu. Vous lisez One Piece. Et là, du coup, pour rebondir, je pense que Dragon a tort. Même si, comme il dit, parce que derrière, il va dire que Robin, et là c'est cool, parce que c'est de se rendre compte qu'avant d'avoir croisé Robin, il ne pouvait donc pas savoir si les armes antiques étaient réelles. Donc là, dans le chapitre, on apprend quoi? Que cette giga crack de Robin a bien confirmé à Dragon, avec ses 2 ans d'ellipse à ses côtés, et au sein des révolutionnaires, que les armes antiques existent. Elle a dû donc possiblement parler aussi des poneglyphes qu'elle a déjà lu au sein de l'équipage de Luffy et avec son fils. Elle lui a peut-être d'ailleurs donné des anecdotes de son fils, ça serait possible. Parce que Dragon, qu'on le veuille ou non, il n'est pas là auprès de son fils, il n'a pas été là pour son éducation. Sauf que dès que Luffy a pris la mer et qu'il a failli crever dès le début par Smoker, c'est quand même été le premier à lui sauver la vie. Faudra voir à pas l'oublier. Donc truc de fou, même si je pense qu'il se trompe sur le fait que dire oui, il ne fabriquerait jamais ça, je pense que ça fait référence à ceux qui disent et qui émettent la possibilité que ça soit Lilith qui ait construit ça, sauf que je vois pas dans quel monde Lilith arrive à construire ça, à le garder secret alors que leur cerveau soit connecté, et en plus à l'envoyer au gouvernement mondial sans que au moins un autre Vegapunk soit au courant, et donc que Vegapunk soit au courant. Donc je pense que là juste il a un très bon souvenir de son ami, sauf qu'à mon avis dans tous les cas, à mon avis, il se trompe un petit peu. Mais après, est-ce que c'est ma haine pour Vegapunk qui parle? Et du coup, j'arrive pas à accepter que possiblement, c'est vraiment pas lui qui l'ait construit. Et du coup, qu'il se pourrait... Dans tous les cas, c'est forcément en partie un peu lui, car c'est lui qui a séparé les parties de lui pour faire Lilith, etc. Ces autres lui quoi, pour se diviser, donc c'est forcément en quelque sorte sa faute. Mais derrière, du coup, Ivankov n'a pas fini, parce que si c'était fini, non, comme je vous disais, on parle des armes antiques, et du coup, Dragon dit un truc de ouf, après nous dire, donc du coup nous avoir dit que Robin du coup lui a confirmé des infos et tout, lui a parlé, il dit, pourquoi alors il utiliserait que maintenant, s'il pouvait l'utiliser avant, pourquoi il a raison. En vrai, si le gouvernement mondial a une arme aussi puissante, bon, ce qu'on fait, ok, trouver la position de Barbe Blanche. Il arrive pour l'exécution de Ace, ok, boom, sur la flotte de Barbe Blanche, tu vois. Oui, mais Barbe Blanche, il est arrivé, rappelle-toi, avec une bulle en sous-marin pour surprendre la marine. Oui, d'accord, mais tu vas me dire que personne l'a vu, tu vas me dire qu'il a plongé sous la mer dès le début. Ah oui, peut-être, et bref. Donc voilà, en fait, ça permet, ce qui est cool, c'est que les mots de Dragon permettent de dire, en plus des mots de Im qui disent c'est expérimental et qu'il faut essayer l'arme, c'est que ça permet aux gens qui sont là en mode ils avaient qu'à utiliser ça avant, pourquoi ça n'a pas utilisé ça, ils ont qu'à aux râleurs et aux aigris, de dire non, en fait, juste c'est pas une arme antique, c'est confirmé, c'est pas une arme antique parce que sinon il aurait été utilisé avant, et ta gueule c'est magique, c'est pas bullshit. Non, et voilà, tu vois, je trouve ça cool. Et derrière, la dernière putain de page, avant c'est un mois de pause, mais je pète mon crâne. On découvre, les amis, Figarland Garling, membre de la famille de Shanks, ancien roi de God Valley, qui vient d'exécuter malheureusement Samuel Asgard, et je suis dégoûté, je ne pensais pas être dégoûté de la mort de Dragon Céleste. C'est ça qui est fort avec One Piece aussi, je sais pas vous, dites-le moi en commentaire,
Mais quand j'ai vu Mjosgard assassiné, en plus, comment il est le symbole de croix comme ça, tu vois, c'est trop fort, Oda. Voilà, il faut le dire. Bon, voilà, les dragons célestes, c'est les pires trous du cul au monde. Je suis dégoûté pour Mjosgard. Voilà, il faut le dire. Le mec a donné sa vie pour sauver Shirahoshi, Oh, Mjosgard, ça fait chier. En plus, c'est un Don Quichotte, donc c'est trop drôle quand tu sais le parallèle avec sa famille et tout. Oh, quel délire. Non, t'es trop fort, Faut que je dise les termes. Je suis désolé. C'est un putain de mec qui s'est pris pour un dieu, qui a été sauvé parce qu'il avait le plus de haine, qui du coup a défendu les hommes poissons et tout, et qui en a payé le prix. Et le fait de s'être repenti, il s'est fait clouer sur une croix, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'image. Il y a très clairement une référence avec Jésus, là. Alors peut-être j'extrapole, mais pour moi, je vois une référence à Jésus. Parce qu'il est très clairement... Alors oui, il est pas comme ça, Jésus... Mais il est encore une fois sur une croix, comme on a eu sur Wano lors de l'exécution de, comment il s'appelait, le papa de Otama. Oh, le pauvre, lui aussi, quel crack quand il est mort. Bref, des giga cracks. Mais là, c'est vraiment le fait de voir quelqu'un qui s'est pris pour Dieu, qui s'est pris plus haut que tout le monde, qui manquait de respect à tout le monde, qui était la pire pourriture au monde, est devenu un très bel humain. Et ça lui a coûté sa vie de se repentir. Et c'est trop beau parce que ce qui se passe là, sa mort, c'est la conclusion du fait d'avoir ouvert les yeux grâce à ce qu'a fait la maman de Shirahoshi. Et souvenez-vous de quel point c'est complexe, à quel point c'est ouf, parce que beaucoup de gens n'aiment pas l'arc des hommes poissons, mais c'est une conséquence directe à l'arc des hommes poissons par l'écriture, et que vous le vouliez ou non. Peut-être que ça ne touche pas tout le monde et que des gens sont en mode ouais, je m'en bats les couilles qu'il ait réussi à faire une continuité et que 10 ans après l'arc des hommes poissons il fait ça. Vous avez le droit, pas de souci. Mais pour ceux qui aiment l'écriture, qui aiment ça, c'est une dinguerie d'arriver à faire ça, il faut le dire, et de le faire si proprement. Parce que rappelez-vous, l'arc des hommes poissons, beaucoup l'ont pas aimé, mais c'est un arc pour parler du racisme. Et qu'est-ce qu'on voit? La difficulté qu'avait eu la maman de Shirahoshi pour faire changer les idées juste de son peuple, elle a réussi à le faire avec ce qu'elle combat le plus directement, la haine qu'elle combattait le plus directement. Et en plus de cela, ça rappelle aussi, vous souvenez-vous, Jinbei qui avait donné son sang à Luffy, le fait de s'accepter entre humains, en poissons, les races, c'est un truc de baiser! Un truc de baiser! Voilà, bon bref, mais pour ne plus parler de Mjosgard, parce qu'on a assez dit, respect et paix à ton âme, cher Mjosgard, parce que, oui, bordel, Phil Garland, Garling, putain, alors oui, je sais, tout le monde l'a dit, donc vous n'êtes pas choqués. Moi aussi, je l'avais vu. La coupe en forme de lune. Bon, il me fait peur. Voilà, je le dis clairement, il me fait peur. C'est un chevalier divin. Donc c'est très clairement, avec le Gorosei, un de ceux qui sont clairement des combattants chez les chevaliers divins. Comment dire, bon, il m'a mis pression. Voilà, il m'a mis pression. Je l'ai vu, je me suis dit... Chiche, hein. Et en fait c'est très bien qu'il y ait ça. Pourquoi c'est très bien qu'il y ait ça? Parce que la marine des amiraux le CP, la réalité c'est que Luffy et toute sa flotte, si à la fin ils se révoltent, il faut des combattants en face. Et c'est très bien aussi que les dragons célestes aient directement des combattants. Pourquoi? Parce que si la marine un jour se révolte contre eux, ils peuvent se défendre. N'oubliez pas ça. Plein de gens sont en mode oui, j'en ai vu, hein. Oui, Oda, voilà, pour se faciliter la tâche, il a rajouté un combattant, voilà, voilà, waouh, il y a rien de génial. Mais bien sûr que si, qu'il y a une raison pour laquelle c'est là. Mais parce que vous ne comprenez pas la géopolitique. Oda nous a instauré quoi dans la politique de One Piece? Cette critique analyse est hyper longue, mais j'espère que ça vous fait kiffer. En même temps, ce chapitre est ouf. Dans la géopolitique de One Piece, on sait qu'il y a les pirates, les civils, la marine, et on a vu aussi qu'il y a le Sword. Le Sword est clairement une forme de justice et de marine qui est complètement opposée aux actions que pourrait faire la marine soumise au gouvernement mondial. Il faut bien le prendre en compte cela. Imaginez un instant que... pas Dobby, que Luffy et non, que Kobe arrive à devenir amiral en chef et qu'il retourne la marine contre le gouvernement mondial suite aux actions et aux directives de le gouvernement mondial, parce qu'il estimerait que ce n'est pas ça la justice, mais il faut bien que le gouvernement mondial ait une force de défense autre que la marine. Je vous ai déjà expliqué plein de fois, le Cypher Pole, c'est une force d'espionnage, le CP0 est juste une exception, et surtout les membres, anciens membres du Cypher Pole 9 et les nouveaux membres du Cypher Pole 0 qu'on a vu
dernièrement dans le chapitre avec Gucci et dernièrement le chapitre juste avant, le 1085. Ok. Mais là, donc on découvre un des chevaliers... un des chevaliers divins qui en plus a donné la sentence à Mjosgard. C'est un champion qui avait autrefois joué un rôle important sur God Valley, donc ça veut dire on comprend tout de suite plus pourquoi Xebec n'a pas pu gagner à God Valley, parce que la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est quand même tapé Xebec. C'est là où on se dit, c'est là que tu te dis ça doit être des monstres, parce que ça veut dire qu'il y a 40 ans, Xebec, Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, ils se sont battus, c'est fou furieux, avec Roger, Garp, les chevaliers divins. Mais vous vous rendez compte de ce que ça devait être si Oda nous fait un film pour nous faire le flashback de ça, ou s'il nous fait des chapitres pour nous flashback ça va être une folie. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que c'est Cocoon la famille. Donc de Shanks, pourquoi c'est Cocoon la famille de Shanks? Je vous l'explique juste avec le film Red. On a vu des explications sur Uta, des explications sur Shanks qui nous avaient été données, des informations. Et on avait appris tout simplement qu'Uta, fille de Shanks, est appelée Figarland. Et donc, ça veut dire que son père, Shanks, est un Figarland. Donc par lien direct, c'est Cocoon sa famille. Ça explique aussi pourquoi Shanks a été découvert dans un coffre récupéré lors du départ par Roger de Gold Valley. Même si, quand même, je remets une dernière pièce dans ma machine à vous dire un truc, parce que j'ai envie de continuer de vous parler pendant 3 heures. Peut-être des lives One Piece, ça pourrait être intéressant, des lives sur Twitch. À quel moment, qu'est-ce qu'a voulu faire Xebec pour que, quand tu vois le discours du membre de Garling qui dit ceux qui protègent les raclures sont pires que des raclures et sont encore pires qu'elles, et à quel point ça a l'air d'être un salopard autant que les dragons célestes, à quel moment Roger a accepté, et Garp aussi, de combattre pour Xebec avec ces mecs-là? Qu'est-ce que Xebec avait en tête? Ça, va savoir. Mais pour que les Rox et Xebec, pour que Roger et Garp, quand tu vois leur mentalité, acceptent de combattre auprès de mecs comme lui et de mentalités comme lui, c'est que Xebec, à mon avis, les gars, ils devaient faire une dinguerie. En tout cas, les amis, on termine cette critique analyse-là. J'espère que vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le chapitre, etc. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à me dire si ça vous intéresse, que je vous donne des petites vidéos, je sais pas très longues, pendant ce mois de pause, mon avis sur la géopolitique de One Piece, que je trouve que beaucoup de gens n'arrivent pas à imaginer et à comprendre, sur les morts, etc. Parce que juste pour le dire très clairement, on a eu une bande à One Piece, les bandeurs de morts qui sont jamais contents, c'est juste qu'ils comprennent pas comment Oda fonctionne avec les morts, et j'aimerais beaucoup vous donner, en tout cas de mon avis, j'aimerais beaucoup donner mon avis. Je répète plein de fois, mais j'ai pas la science infuse, chacun bien sûr son avis, sa façon de penser. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi d'ailleurs, dites-le en commentaire, parlez-en entre vous, c'est pas grave d'avoir pas le même avis, le plus important c'est d'être respectueux quand on débat, quand on parle de cela. On est devant une œuvre incroyable les amis, que j'espère Oda va réussir à... Je dis encore beaucoup d'amour et de force à Oda, parce que qui va se faire opérer des yeux et qui va prendre un mois de souffler. On est devant une œuvre qui est là depuis plus de 25 ans. Ça fait plus de 25 ans qu'il dessine avec un rythme de vie atroce. On est sur la fin. Moi, j'ai de plus en plus cette sensation quand je lis les derniers chapitres. Je sens la fin arriver et ça me touche d'une force. Je vous dis pas à quel point ça me touche, parce que ça m'émeut vraiment, ça me donne des émotions. Je vous dis pas comment de sentir qu'on arrive à la fin avec tout ce qui se passe. Donc voilà, profitez au max, kiffez. Bien sûr, vous avez le droit de trouver que tout n'est pas parfait, qu'il y a des trucs que vous trouvez moyens. Bien évidemment, je fais que le répéter, mais One Piece n'est pas parfait, malgré que ça soit dans mon cœur la plus belle œuvre manga que j'ai jamais lue et qui n'arrivera peut-être plus jamais dans ma vie. Voilà, mais j'espère que vous kiffez. Abonnez-vous en cliquant là, regardez la critique analyse du chapitre 1085 et n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis pour les vidéos dans le mois de pause qu'on va avoir et sur le chapitre. Bisous tout le monde, encore merci du soutien. Et puis, bonne soirée, bon après-midi. Salut tout le monde, ciao ciao!